Bonjour à tous les amis et bienvenue sur le Hormescast. Donc comme tous les lundis, on va discuter un petit peu powerlifting, un petit peu coaching, etc. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est tout simplement des problématiques que qu'on a pu me poser de la part de mes athlètes, même des gens sur les réseaux. Donc j'ai choisi quelques problématiques et avec Romain, juste on va en discuter. Donc petit podcast tranquille. Et si vous entendez des gros bruits, c'est qu'il y a des gros travaux à côté de chez moi. Donc n'y prêtez pas attention, mais normalement le micro est de bonne qualité, donc il isolera les sons. Comment vas-tu, Romain, déjà? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va très bien. Là, j'entends un gros mec qui tambouine dans le, dans le mur, donc ça me stresse, mais tout va bien. Écoute, je te propose qu'on commence directement le podcast avec la première problématique qu'on m'a posée. Et je te laisse y répondre. Du coup, la problématique, c'était je ne peux pas m'entraîner 4 ou 5 fois par semaine et mes séances ne peuvent pas durer plus d'une heure et demie. Comment agencer mon entraînement dans ces conditions? Qu'est-ce que tu pourrais préconiser? Il me semble que tu as fait aussi un post il n'y a pas très longtemps sur agencer les séances aussi quand on n'a pas le temps justement de faire la planification de base. Donc, je peux répondre à partir de ça aussi. Ouais, c'est une bonne question. Le mec, il a une problématique. Il peut pas s'entraîner. C'est plus de 4 fois par semaine? Ouais, c'est ça. En gros, 4 à 5 fois, tu oublies. C'est plus du 3 séances. Et il peut pas s'entraîner. Enfin, il peut pas rester à la salle plus de 1h30, 1h15. En gros, Ok. il a un petit temps. Ouais, bah, tu as beaucoup de personnes dans ce cas. J'en coach aussi. Donc, du 3 séances, tu peux progresser en 3 séances. Déjà, rassure-toi là-dessus. Après, donc, vu que le temps est limité, l'objectif, ça va être de prioriser son temps. Et donc, en FA, on veut progresser sur les mouvements d'SBD. Donc, ça va être la priorité. Donc, agencer ses entraînements en priorisant du coup tes formats SBD. Donc, spécifiquement, tu vas directement mettre le format SBD dans ta prog sur 1 ou 2 jours et essayer de caler, si aimes les renfos, peut-être un jour de renfo et 2 jours d'SBD. Après, c'est en fonction de toi, mais moi, je dirais de prioriser tes mouvements de compétition. Ok. Et du coup, pour prioriser, tu parles de SBD, mais lui, il a que 1h15 pour s'entraîner. Donc, comment t'avancerais un peu ses séances par rapport à ça? Après, ça va dépendre aussi de son efficacité pendant les séances, mais tu as plein de manières en fait d'optimiser ton temps de séance. Tu peux, tu vois, commencer à t'échauffer sur l'exercice d'après pendant tes temps de récup. Ok. Mettre en place, tu vois, plein de priorisations comme ça, de petites optimisations de ton temps, mais tu peux carrément faire un squat bench en 1 heure, tu vois. En 1h15, c'est faisable. Après, faire du SBD en 1 heure, 1h15, c'est chaud. C'est assez chaud. Et- Mais ouais. ça peut être faisable si, en gros, par exemple, ton TER, c'est un TER, une variation où tu peux facilement en fait arriver à ta charge de travail. Après, ça va dépendre aussi de ton niveau. Si tu as besoin de X barres d'échauffement, là, au niveau de la priorisation, ça va être compliqué. Donc après c'est à individualiser, hein, mais l'objectif, c'est de pouvoir faire son volume hebdomadaire sur ton squat, ton bench et ton deadlift. Donc après, comment tu agences ça, c'est en fonction de toi et tes priorisations. Ok. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je dirais déjà, oui, comme tu dis, prioriser du coup le spécifique. Donc, ça passe par prioriser les mouvements comp et éviter au maximum les mouvements type variation et enfin pas éviter, mais en tout cas pas, enfin le mettre sur le second plan, quoi. Donc, un maximum de comp, un maximum aussi de volume pour compenser en fait le manque d'assistance. Donc, typiquement, ne pas bosser que sur un rep range entre 1 et 3, quoi. Essayer d'aller un petit peu plus haut. Donc voilà, condenser tout ça. Donc potentiellement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 2 SBD et un squat bench renfo, un truc comme ça. Si la personne est sur une fréquence à 3 squats, ce que j'aime bien faire justement parce que 3 séances par semaine, ça veut dire capacité de récupération plus élevée. Donc tu peux jouer sur de l'hyperfréquence, tu peux même faire 3 SBD en fait. Typiquement, je sais pas, pour le TER, 2 compes et une variation ou un truc en tout cas auto-limitant, ça peut être intéressant. Donc voilà. Et pour ce qui est comment dire, d'agencer les séances pour que ça reste dans un temps entre 1h15 et 1h30 grand max,
En fait, ça va être joué sur les formats. Il y a des formats qui vont prendre plus de temps que d'autres. Par exemple, un top set, back off set va être beaucoup plus chronophage qu'un pyramidal, par exemple, un ramp-up. Le ramp-up, tu montes, tu arrives en haut, c'est fini, tu peux passer à l'autre mouvement. Donc ton ramp-up, en fait, fait et office de volume et office de warm-up. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Donc de jouer sur les formats et par exemple, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, mais tu arrives sur ta séance volume, bah justement, on va chercher beaucoup de séries sur ce genre de format, donc format ramp-up. Et par exemple, sur ton jour primaire, ton jour lourd, entre guillemets, bah, tu priorises juste un top set et on va dire tu lisses sur tes 3 entraînements ton volume pour faire en sorte qu'à chaque fois, en fait, il n'y ait ni trop de volume, ni pas assez, et que le volume total de ta semaine soit cohérent. Donc ça peut être intéressant, et d'où le fait de faire de l'hyperfréquence quand on peut s'entraîner que 3 fois par semaine. C'est de pouvoir lisser aussi son volume. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, en termes d'optimisation du temps de ta séance, c'est aussi timer ses temps de repos pour pas trop discuter avec les copains ou alors te retrouver à faire des temps de repos qui sont trop longs sans t'en rendre compte. Donc, standardiser tout ça. Par exemple, mettre un timer entre 4 à 5 minutes grand max entre tes séries quand c'est dur et entre 2 et 4 grand max quand c'est plutôt simple. Et standardiser ça. Pour ce qui est de la chauffe, optimiser, identifier réellement tes besoins qui sont réellement, on va dire, il y a vraiment de l'attention à amener sur ces thématiques-là pour justement axer ton renfort directement sur ça plutôt que passer 10 minutes à te tourner les poignets et à faire des exercices qui servent un peu à rien. Donc, être efficace sur ton warm-up et axer quand même le cœur de ton warm-up sur la montée de gamme. Genre, si tu fais 36 000 moves prep, etc., tu vas vite te retrouver à perdre ton temps. Si tu passes une demi-heure sur l'échauffement, c'est chaud, quoi. C'est ça. Et tu peux aussi te servir du pré-training pour t'échauffer. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir à la salle en vélo. Comme ça, je sais qu'en fait, il y a 50% de mon échauffement qui est déjà fait grâce au vélo, quoi. Donc toi, si tu es dans les transports et que tu n'as pas peur de passer pour le fou du bus, tu peux faire, je sais pas, des cars, des trucs comme ça dans les transports qui ne nécessitent pas de matériel et qui te permettent d'arriver un petit peu plus réveillé au moment de ta séance. Non, mais en vrai, zéro van. Hein. Moi, des fois, quand la dure entière elle est fermée, tu sais, j'arrive toujours en avance. Quand la porte elle est fermée, je commence à m'échauffer devant la porte. Hein, je vois rien à foutre. Normal. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu aborder qui peut être intéressant oui, c'est ça. Genre, tu as le pré-training, déjà optimiser ton temps là-dessus. Tu as l'échauffement lui-même, être efficace. Après, tu as les formats d'entraînement. Donc, comme tu l'as bien dit, prioriser des formats qui peuvent être intéressants au niveau temps. Ouais. Par exemple, je te coupe, mais ça va me passer. Sinon, au niveau des formats, le superset, par exemple. Superset, ces exercices, commencer à s'échauffer sur le mouvement qui vient pendant que tu es en train de finir ton mouvement. Je sais pas, tu commences à t'échauffer sur le bench ou alors musculairement parlant pour le bench quand tu es en train de squat, pendant tes temps de repos, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Puis tu as aussi joué sur les temps de récupération. Genre, tu peux faire un format EMOM, par exemple, où t'enchaînes. Ouais, c'est ça. Cluster. AMRAP, peut être cool, ouais, cluster. Et après, c'est pas non plus passer 10 ans en temps de récup, essayer d'être efficace là-dessus. Donc, moi, je sais que tu aimes bien jouer avec le ressenti, mais avoir un chrono aussi, ça aide à rester dedans, tu vois. Ouais. Pour le coup, non, je le dis, hein, je suis pour le ressenti quand t'as pas de problématique de temps ou alors que t'as pas que tu t'en fous de rester 3 heures à la salle. Mais bien évidemment, si tu es quelqu'un qui optimise, chronomètre-toi tout le temps, en fait. Parce que c'est ça qui va driver. Ouais. Et puis, généralement, le ressenti, c'est surtout tu dois t'adapter. Genre, les gens qui ont du mal à prendre des temps de repos courts, c'est juste qu'ils ont trop l'habitude, justement, de rester 10 minutes à rien faire, quoi. Mais le jour où il se force un petit peu, le corps s'adapte. Ouais, c'est ça. Et puis, je viens de penser à un truc aussi, des reps en elles-mêmes. Essayer d'être aussi plus efficient, tu vois, pendant tes séries. C'est-à-dire des fois avoir un format, tu vois, ton format volume, essayer d'être un peu plus efficace sur enchaîner beaucoup plus vite tes répétitions. Parce que si. Je ne suis pas forcément d'accord, tu vois. Parce que si en fait ton temps d'entraînement impacte ta qualité d'exécution, ta qualité technique, je trouve ça un peu bête pour le coup.
Après, bien évidemment, si tu peux enchaîner en étant propre techniquement, oui. Oui, Mais je parle pas d'être. Ouais, mais ça faisait penser un peu en mode, ouais, vas-y, bâcle un peu ta série, dépêche-toi, tu vois. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Non, non, pas dans cette idée-là, mais je vois quand même pas mal de personnes qui perdent, qui perdent en efficience juste parce qu'en fait, bah, ils mettent 10 ans à brace et tu vois, ils Ouais, je pourraient suis être plus d'accord. efficaces, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, dans cette optique d'optimiser justement le mouvement, mais pas le temps, oui, je suis d'accord. Ouais, et pour travailler un peu plus le schéma moteur aussi, des fois sur des high rep range, tu peux être plus rapide, quoi. Bah, généralement, la barre est moins lourde, donc ouais, il y a besoin, entre guillemets, moins de contrôle, moins de réflexion. Donc, genre sur Ouais, du x8, t'enchaînes un peu en touch and go ton squat. Ouais, je suis d'accord. ouais, Ok, c'est ça. bon, je pense qu'on a répondu un peu. Et au pire des cas, tu feras un coaching, ça remet ce process, on fera un plan qui sera adapté. J'ai une perte de motivation car je suis en phase de stagnation. Alors c'est généralement ce qui va faire, ce qui va toucher 95% des lifters, voire même 100%. On est tous un petit peu démotivés quand on stagne, c'est logique. Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer à ce monsieur qui stagne et qui perd un peu en motivation, genre au niveau du mindset, etc. C'est quoi ce qu'il faudrait adopter? Bah déjà, c'est pas évident, mais bon, on passe tous à peu près par là. Bah, il faut essayer d'identifier le pourquoi du comment tu stagnes. Est-ce que est-ce que c'est au niveau de la prog? Est-ce que c'est à cause de ta technique? Est-ce que c'est à cause d'un élément extérieur? Je sais pas, ton hygiène de vie, euh, ton travail qui te prend trop d'énergie à côté. Et essayer de mettre en place aussi des nouvelles choses. C'est-à-dire que si tu stagnes pendant X temps et que tu fais toujours la même chose, bah, il va sûrement se passer la même chose, quoi. Tu vas toujours stagner. Voilà, après, bah, moi, ça peut m'arriver enfin, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes athlètes stagne sur un mouvement. L'idée, ça va être de savoir aussi bah, de mettre en place des choses, tu vois. Que ce soit en termes de changement sur la programmation, mais aussi, tu vois, ça peut être un aspect aussi motivation, implication à l'entraînement. Mm. Donc, moi, ce que j'aime bien Et- faire, c'est donner une deadline. Tu vois, on en parlait dans le podcast précédent, mais avoir quelque chose qui te drive aussi. Rien que ce fait-là peut te permettre, en fait, de te refixer un objectif et de repartir, tu Ouais, mais après, quand t'as une deadline, ça t'empêche pas de mettre en story, j'arrête la salle, hein. vois. Ouais, c'est faux. Euh, moi, je vais te dire, hein, honnêtement, par expérience, 95% du temps, une stagnation, c'est dû à un manque d'implication au niveau de l'entraînement, au niveau du power en général. Tu sais, le mec qui veut pas en faire plus, le mec qui se repose trop sur ses lauriers, le mec qui est fatigué, en fait, qui a pas envie de pousser plus, qui a pas d'intention sous la barre. En gros, je claque du doigt, j'ai envie d'avoir ma progression, tu vois. Et je dis ça parce que j'ai été ce gars il y a encore 8 9 mois, je pense que j'ai été ce gars. Pendant au moins un an, j'ai stagné genre, sur les trois mouvements, alors que techniquement, j'étais plutôt en place, j'étais stable, juste parce que j'avais pas envie de faire les efforts. Juste parce que j'avais pas envie de manger plus de 6 séries de squats par semaine. Juste parce que j'avais pas envie d'aller chercher un petit peu plus de reps. Juste parce que j'avais pas envie de me confronter à des formats qui étaient trop psychologiquement difficiles pour moi, tu vois. Et en fait, le jour où j'ai inversé ça, le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, les gains du débutant, enfin, moi, je les avais déjà dépassés, mais on va dire les gains que tu peux avoir facilement sont atteints, entre guillemets, tu as atteint ce palier, bah, il va falloir que tu te sortes les doigts, quoi. Et en fait, le jour où moi j'ai eu le déclic, j'ai fait des efforts. Alors, bien évidemment, c'est pas du jour au lendemain où c'est apparu, mais j'ai vraiment ressenti ce truc de OK, mon corps est en train réellement de s'adapter. Mon corps crée enfin des adaptations qui, justement, euh, me, font, euh, me font progresser, quoi. Et en fait, c'est un cercle vertueux, c'est que au plus en fait tu fais des efforts, au plus ça va marcher, quoi, au plus tu vas progresser, et au plus tu auras envie de t'impliquer parce que tu auras la récompense, parce que tu auras la dopamine. Donc en fait, les gens qui sont justement dans le schéma inverse, qui s'impliquent pas et qui n'ont pas de résultats, en fait, non pas un cercle vertueux, mais cercle vicieux. Ils s'enferment dans le schéma de la défaite, quoi,
de l'inaction, de la passivité. Il y a un post qui va sortir dans pas trop longtemps où j'en parle. Et en fait, c'est dû à ça, généralement une stagnation. Mis à part si ta stagnation, elle est due parce que tu as un gros problème technique que tu n'arrives pas à régler, une douleur, ou alors le fait que tu n'arrives pas à t'entraîner de manière stable, on va dire, il n'y a pas de cohérence dans ta programmation. Généralement, voilà quoi. Ouais. La plupart des gens, en fait, n'ont même pas atteint 40, ils sont même pas à 40% de leur plein potentiel, tu vois. La plupart des gens, ils ont atteint le palier où en fait tu progresses tout simplement en faisant n'importe quoi, même avec une bonne prog, etc. En fait, au bout d'un moment, bah, il faut aller plus haut et c'est là où généralement ça se stabilise un petit peu, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, genre tu as fait tes gains du débutant et là ça te demande des efforts supplémentaires et en fait ça fait chier de les faire quoi. mais clairement, clairement. C'est comme dans la vie de toujours, dans l'entrepreneuriat. Au début, tu sais, tu bosses 20 heures par semaine, tu as ton petit business que tu lances, etc. Genre, tu fais un peu les choses à la va-vite. Ça prend parce que, vas-y, c'est les premiers clients, quoi. Tu as toujours les premiers clients. En fait, quand tu dépasses le stade des premiers clients et qu'il faut aller en chercher beaucoup plus, qu'il faut développer encore plus de choses, qu'il faut travailler encore plus, du coup, bah, généralement, c'est là où, en fait, ça stagne un petit peu. Et le moment où tu dépasses, bah, à chaque fois, tu dépasses un palier et ensuite, il y a un nouveau palier, puis faut voir le truc un peu comme un escalier, quoi. Au début, t'es pas fatigué, tu montes tout seul l'escalier, et puis à la fin, chacune des marches qui arrivent, bah, c'est toujours plus compliqué d'atteindre la suivante, quoi. Donc généralement, c'est ça. Revois un petit peu, si tu es concerné par cette problématique, revois un petit peu l'intention que tu as quand tu vas à la salle, comment tu visualises ta pratique. Est-ce que tu as des objectifs concrets dans ta tête? Est-ce que tu es prêt justement à donner les moyens pour atteindre ces objectifs? En fait, ne pas se mentir à soi-même. Genre, voilà, c'est vraiment se poser les questions et bon, bah, si je suis pas capable de faire les efforts, etc., bah, au moins j'aurai une réponse et je perdrai pas mon temps, quoi. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que tu peux perdre ton temps à te mentir à toi-même. Tu peux rester longtemps dans un sport qui te convient pas parce qu'il te demande beaucoup de sacrifices et de concessions. Là où en fait bah, tu pourrais passer ton temps à faire autre chose qui te procurait plus de plaisir et où tu aurais peut-être plus de résultats, quoi. Alors que c'est pas, en vrai, c'est pas si dur que ça. C'est juste plus la donner pendant les entraînements, tu vois. Si, c'est dur. C'est dur d'être fatigué constamment parce que nerveusement, en fait, le power, ça attaque. C'est dur, tu vois, genre de faire les concessions, de pas sortir voir ses potes tous les samedis soirs. C'est dur d'aller à la salle quand tu es fatigué. C'est dur de se dire, bon, bah, je rentre du boulot, j'ai fait 10 heures à l'usine, je vais me taper une séance de 3 heures avec des gens qui vont me faire chier parce qu'il faut que je tourne avec 40 000 personnes. Enfin, il y a les concessions, tu vois. Ouais, mais Forcément, généralement, ce mec-là, tu vois, généralement, il se demande ça parce qu'en fait, il le fait déjà, ses concessions, tu vois. Genre, il va déjà 4 fois par semaine, plus de 2 heures à la salle. de quoi ce gars-là, tu parles de qui? Bah, Enfin, ce mec qui stagne, tu vois. En fait, c'est qu'il pense déjà Non, faire juste, ce qu'il oui, faut. mais bien sûr, il y a Il y ces va. concessions-là qui sont bien sûr. Mais en fait, si tu rajoutes à ça, si tu rajoutes aux concessions qui sont basiques, euh, des séries beaucoup plus fatigantes, du coup beaucoup plus besoin de récupérer, donc faire encore plus attention à sa nutrition. Enfin, en fait, plus tu avances, plus tu vas devoir optimiser et plus en fait tu vas devoir t'enfermer dans ta pratique. C'est une réalité. Mis à part la génétique Golden qui a besoin de rien et diète McDo et tout ce que tu veux pour progresser, bah, c'est cool pour lui. Mais 99% des gens ne sont pas comme ça. Donc en fait, le mec va juste, plus il va avancer, plus en fait il va devoir être résilient dans sa pratique. Et malheureusement, c'est pour ça que la durée de vie d'un power est de 3 ans. C'est que la première année, tout va bien, les gains du débutant. Deuxième année, on concrétise. Troisième année, on commence à stagner. Quatrième, on arrête. Parce que bah, la quatrième année, c'est l'année où justement tu persévères encore plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Pourquoi se faire autant mal dans un sport en fait qui te rapporte ni argent, enfin rien, tu vois, genre ça t'apporte rien, à part à toi-même, c'est cool, et puis des petites stories Insta, donc un peu pour l'ego, tu vois. Ouais, le dépassement de soi, mec. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Même si j'étais pas coach, etc., je ferais ce sport tout seul dans mon garage, dans le noir. Pas de problème. Mais pour le mec qui a des petites perfs, etc., tu vois, à un moment, il va se poser la question de pourquoi je fais ça, en fait. Pourquoi je n'irais pas plutôt faire un five avec mes potes et bien rigoler, tu vois.
Puis si tu as besoin d'aide au niveau technique et au niveau programmation, on est là pour t'aider, mon gros. Non, mais on va pas le dire à chaque question, frère. Lire mieux. Rejoins. Question suivante. Je stresse énormément quand je me retrouve face à une charge lourde au point d'en perdre mes moyens. Donc, typiquement, l'athlète qui, la warm-up perd que 6, top 7, grind de l'infini, let's go. Attends, tu peux répéter, j'étais pas dedans là. T'as pas entendu la question? Non, vas-y, redis. Le mec est dissipé, quoi. Je stresse énormément quand je me retrouve face à une charge lourde au point d'en perdre mes moyens. Ok. Et bah, en vrai que ça m'est arrivé au début. Je t'avoue que il y a des barres qui me faisaient peur. J'ai toujours des barres qui me font un peu peur, tu vois. C'est normal d'avoir de l'appréhension dès qu'on monte à plus de 90% de son RM, tu vois, tu as toujours cette petite appréhension. Après, franchement, ça va être de ne pas changer sa routine, tu vois. Que ce soit le placement, comment tu te mets en condition pour lifter. Si tu changes de tout au tout, tu vois, tu t'indiques à ton cerveau que là, il se passe un truc chelou, tu vois. Ouais. Donc, essayer de toujours répéter la même chose, peu importe la charge, et aussi de se confronter, parce qu'en fait, si tu te confrontes jamais à des barres qui te font peur, bah, ces barres-là te feront toujours peur. Et aussi se confronter à l'échec. Parce que l'échec aussi t'apprend qu'en fait, c'est pas si grave, tu vois. Tu peux fail ta barre, bah, t'as fail et c'est OK, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, en fait, pas vraiment de la barre en elle-même, mais de rater, tu vois. Alors que si tu as des spotters, si tu es dans un rack, en soi, tu as très peu de chances, en fait, de te faire mal, tu vois. Tu peux la laisser tomber, la barre. Voilà ce que je dirais. Donc, se confronter à la charge et de ne pas changer ses habitudes. Ouais, donc, comme tu dis, le rituel, le corps adore les rituels. Et si on regarde bien, tous les sportifs de haut niveau connus, ils ont un rituel. Cristiano Ronaldo, quand il se place pour faire un coup franc, il a une certaine manière, il a un nombre de pas, il se décale légèrement sur le côté. Par exemple, Roger Federer, quand il s'apprête à faire un service, il va avoir tant de rebondissements de la balle, toujours la même trajectoire d'envoi. Enfin, il y a un rituel. Et en fait, si tu abordes ta barre déjà d'une manière toujours identique, donc toujours avec le même rituel, le même placement des mains, même la distance que tu mets entre toi et la barre avant d'atteindre la barre, etc. Déjà, le fait de consciemment y réfléchir, ça va te faire penser à autre chose que ton stress. Donc, tu vas avoir moins... en fait, tu vas moins réfléchir à « Ok, si je loupe, etc. » Donc, tu seras concentré sur ton rituel. Et encore une fois, le corps aime tout ce qui va être répété et répétable. Donc, en fait, il va être dans un schéma, on va dire, confiant lorsque tu vas te placer. Là aussi, en fait, tu abordes toujours la barre n'importe comment, tu te places toujours de manière aléatoire. Déjà, ton dérac ne sera jamais efficient parce qu'il y aura toujours de l'instabilité quelque part. Mais surtout, en fait, ton corps, comme Romain l'a dit, va se dire, OK, là, c'est nouveau. Il y a potentiellement un danger parce qu'en plus, tu stresses, donc tout se mélange. Et c'est là où tu peux potentiellement perdre tes moyens. Et ensuite, déjà, il faut aussi identifier pourquoi tu stresses. Qu'est-ce qui te fait stresser, en fait? Est-ce que c'est tant la charge qui te fait stresser en mode OK, ça va être lourd, ou c'est, comme dit Romain, l'idée de louper qui te fait peur? Parce qu'en fait, si c'est l'idée de louper qui te fait peur, bah, tu te fais spotter par 4 gros gaillards. En plus, tu rajoutes les racks, les sécurités. Mets tout ce qu'il faut en place pour ne pas avoir peur, en fait. Pire, si tu loupes, bah, on te rattrape, on re-rack et tu réussiras la prochaine fois. Donc, se mettre en bonne condition et ritualiser. Maintenant, comme le dit Romain aussi, il y a aussi ce principe d'explosion thérapie. C'est le fait de s'exposer à une charge, entre guillemets, psychologique pour déjà nerveusement amener un travail qui va être un peu plus différent que voilà, faire du 4x4 à 70%. Donc, le but du jeu, c'est aussi de se confronter à ce genre de charge, mais aussi psychologiquement pour avoir un peu un effet, je dirais, potentiatoire
c'est un peu comme quand tu déraques, tu sais, une barre très lourde. En fait, quand tu liftes une barre très lourde, il y a cet effet de, OK, le corps connaît cette charge maintenant. C'est pour ça que généralement, quand on passe une barre une fois, il y a très peu de chances qu'on ne la repasse plus jamais ou la prochaine fois qu'on l'attend, on la loupe. C'est très rare, mis à part dans les cas où l'athlète est avancé et que du coup, il y a vraiment un protocole pour atteindre cette barre. Donc, ouais, c'est ça. Ritualiser, se mettre en confiance en termes de sécurité et s'exposer aussi, se faire confiance. Maintenant, voilà, le stress est humain et il y a plein aussi de techniques pour diminuer le stress. Donc, des techniques de respiration, typiquement la respiration nasale, chercher à aller un peu plus vers le système nerveux parasympathique. Donc, justement, la respiration nasale aide dans ce sens-là. Donc, essayer de ne pas justement respirer par la bouche. Respiration lente, ouais. Respiration lente. On essaie de grossir la cage thoracique, puis de la fessée. Donc, par le nez. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Aussi la musique. Voilà, si tu es quelqu'un d'anxieux, de stressé, etc., va pas te mettre du gros metalcore dans les oreilles, de la grosse techno. Mets-toi quelque chose d'un peu plus calme. Tu peux même faire écouter des musiques à haute fréquence, genre de méditation. Enfin, trouve ton truc, en fait, qui te permet d'être dans le moment présent, dans un état de flow, ce qu'on appelle. Donc, c'est un état vraiment de concentration ultime, en fait, où il n'y a plus rien qui compte. Tout se passe entre toi et la barre. Il n'y a plus rien autour de toi. Les pensées, elles viennent, mais elles ressortent directement de ta tête. Elles n'ont aucun impact sur toi. Et en fait, le fait de se forcer au début de faire tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais en soi, c'est pas sur le papier. Factuellement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais voilà, ça paraît gros. Et en fait, plus tu vas te forcer à faire ça, plus en fait, au bout d'un moment, ça va devenir tout un rituel, toute une norme entre guillemets, et tu vas t'en sortir. Et encore une fois, moi je dis ça parce que justement c'est par ces phases-là que je suis passé. Typiquement au squat, j'avais énormément peur de louper, puis c'est un mouvement sur lequel j'avais pas un bon feeling, etc. Et petite anecdote, moi, fallait pas être à côté de moi quand je me set-up ou quand je prépare un squat parce que le ventre ça y va, le système digestif qui se tord, etc. Enfin, vous m'avez compris. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ça parce que justement, j'ai toute une routine. Et en fait, j'aborde pas la barre tant que je sens cette angoisse. Tant que j'ai cette angoisse, je reste aux alentours de la barre et j'y vais pas. Et quand je sens que c'est le bon moment, que je suis calmé, qu'il n'y a plus tout ce vacarme dans mon ventre, etc., c'est le moment où j'y vais. Et généralement, ça se passe plutôt bien et je me sens bien sous la barre. Mec, tu sais, au tout début de ma pratique, je rentrais dans le Basic Fit, tu sais, je passais le portail et là, mon ventre. Ah ouais, parce que tu avais peur de l'entraînement? Ouais, je savais que j'allais faire une grosse barre et tout, genre. Ok. Mec, moi, la veille, hein. La veille, genre dans le lit, les sueurs, Après, si t'es pas matrixé à ce point-là, genre aussi, en mode si t'as pas peur de tes barres, que tu penses pas la veille, etc., c'est que t'es pas fait pour ce sport non plus. On y fait aussi pour être un peu, tu sais, dans la prédiction, Mais oui, effectivement, si ça devient problématique pour toi, faut trouver des solutions. Moi, je me rappelle ma première compétition. Non, je crois que c'était ma deuxième. Je m'avance pour aller sur mon opener. Alors, je me chiais dessus, mais d'une puissance. Cette fois-ci, c'était de façon figurée, hein, bien évidemment. Mais j'étais vraiment pas bien, etc. Je me sentais mou. Vraiment pas dans le moment présent. Ça, c'est le pire truc qui peut t'arriver en compétition. C'est ne pas être dans le moment présent à cause de ça. Je m'avance vers mon squat. Donc, c'est mon opener. L'opener au squat, c'est la barre qui fait un peu peur, etc. Je descends. Tellement je suis stressé, j'en oublie de pousser, en fait, de réfléchir. Je m'éclate en bas et je te tape un grind RPE11 sur une barre que j'étais censé quadrupler facilement, tu vois, juste parce que j'ai trop réfléchi et j'ai oublié de pousser. Et j'ai réussi à la remonter, hein, Dieu merci. Mais c'est là où j'ai pris conscience de ce truc de ah ouais, à ce point-là, tu peux te saboter à cause du stress, en fait. Et c'est pour ça, moi, j'ai plein d'athlètes. Je sais quand il y a une barre qui est difficile, quand il y a une barre qui monte pas en échec, je sais à 1000% que c'était pas une question de force. C'est juste genre la personne a trop réfléchi et juste elle a perdu ses moyens, quoi. Ouais, et puis tu peux te dire qu'en fait, c'est chiant de mettre en place tout ça, mais en fait, c'est de l'automatisation. Comme en fait, ta rep en elle-même, ton setup, en fait, ça se travaille.
Et rien que le fait de te conditionner comme ça se travaille aussi. Donc, peut-être que dans un premier temps, ça va être un effort, tu vois, de réfléchir à ça. Et après, ça va venir tout seul. Et quand tu as ces pensées, en fait, qui te perturbent l'esprit en mode ah, c'est lourd, oh là, j'ai mal des racks, oh là, je vais pas réussir. Bah, l'idée, c'est aussi de se concentrer sur des choses concrètes. Tu vois, en mode bracing, gros bracing, bien ancrer la barre, tu vois, par exemple, sur le squat. Des choses, en fait, qui t'aident au quotidien et dont, en fait, tu oublies carrément de penser, en fait, quand tu fais ton PR. C'est typiquement l'athlète, tu vas lui faire un retour technique, assez construit, etc., avec pas mal de mots, pour le faire comprendre. L'athlète, il va sortir la barre au squat. Ok, bon, alors là, je torque avec le petit orteil, mais je n'oublie pas mon bracing et mon hinge, donc je m'accroupis. Il pense à tout ton retour. Genre, Ouais. alors que chef, finalement, t'as juste, ok, le coach, il t'a fait un retour sur le fait que, je sais pas, t'avais pas assez de profondeur. Bah, sur la descente, tu penses juste à t'accroupir, en fait. C'est de trouver un moyen mémotechnique pour, en fait, avoir qu'un seul focus. Et quand on dit qu'un seul focus, ça passe par un seul mot. Moi, personnellement, en ce moment, mon mot, la chose que je me répète dans la tête, j'ai pas réellement un mot, mais c'est plus une sensation. Bah, je tends vers la sensation que je recherche pendant l'entièreté du mouvement. Et le fait de me concentrer uniquement sur cette sensation, ça me fait penser à plus rien autour. Et ça me permet justement de ne pas m'éparpiller et de ne pas sur-réfléchir. Donc, il faut juste savoir identifier la problématique réelle du moment ou du mouvement, mettre un mot dessus ou un moyen mémotechnique, donc une sensation, je sais pas, un tips, un truc comme ça, un cube, et ne penser qu'à ça pendant que tu liftes. Ouais. De toute façon, voilà quoi, il y a juste à tester. Fais un squat en réfléchissant à 36 000 choses et fais un squat sans réfléchir, la barre va pas voler de la même manière, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Ouais. J'ai l'impression d'être toujours fatigué, même en dormant 8 heures par nuit. Bon, bah ça, du coup, j'en avais parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est un des symptômes du powerlifter. Hein. En fait, si tu as une base comment dire, si tu es un gars genre fatigué chronique de base, tu as un train de vie fatigant, je sais pas, tu es anxieux, tu sais, les facteurs entre guillemets à risque de la fatigue chronique, ce qui peut aggraver ça. En fait, le powerlifting, ça va être un sport qui va être éprouvant pour toi, et surtout si tu recherches le haut niveau, donc que tu demandes beaucoup, que ta pratique t'en demande beaucoup, en fait. Donc, c'est juste quelque chose à accepter, il faut savoir dealer avec. C'est, j'essaie d'optimiser mon temps de sommeil, j'essaie d'optimiser un peu ma récupération active, etc. Ouais, en dehors de ça, tu vois, tu as l'apport en caféine, contrôler ça. Ah oui, Que forcément, on va pas te fatiguer plus qu'autre chose. c'est ça. Genre essayer de réguler, peut-être réduit si tu as tendance à être un gros consommateur de café ou de pré-workout. Tu peux avoir aussi le fait de s'endormir avant minuit. Je sais qu'il y a eu des études par rapport à ça. Bah, justement, tu vois. Justement, il y a des études aussi qui montrent que il y a entre guillemets un morphotype couche-tôt, lève-tôt, couche-tôt, lève-tôt et couche-tard, lève-tard. Et en fait, ce truc de dormir avant minuit, en fait, il n'est pas applicable à tout le monde, étant donné que il y a des gens en fait, c'est pas morphologiquement, mais en fait, une génétique qui fait ils seront jamais en fait quelqu'un qui va se coucher tôt, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, un truc qui peut être avéré, c'est le fait d'avoir un rituel et d'avoir le même, genre d'aller se coucher au même moment et de se réveiller au même moment. Bah, c'est plus en lien avec les cycles circadiens, c'est plus se lever avec le soleil et se coucher entre guillemets avec le soleil. Mais Mais même en l'horloge. dehors de ça, tu vois. Genre En conditionner fait, son le corps. truc de se coucher avant minuit, c'est dans le corps, il n'y a pas l'horloge. Genre, il n'y a pas de minuit, de 1 heure, de je sais pas quoi. Il y a plus l'horloge biologique qui est justement rythmée par le soleil, etc. Et oui, je suis d'accord avec toi, forcément, si tu te couches je sais pas, genre, non, tu travailles toute la nuit et tu te couches à 8 heures du matin, forcément, il va y avoir des effets négatifs sur ton corps, étant donné que tu vas vivre à l'inverse de tes rythmes circadiens, tu vois. Oui, ça oui. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Là, t'en parlais tout à l'heure, mais la caféine, les gens qui sont fatigués chroniques
et qui rythme au café, bon, les gars, on est ensemble, hein, donc il n'y a pas de problème, je ne jette pas la pierre. Mais faut savoir, la caféine, en fait, ça stimule énormément les glandes surrénales. Il y a des grosses poussées de cortisol. Et en fait, au bout d'un moment, les glandes, elles font plus leur travail. Par exemple, le matin, on est censé avoir une poussée de cortisol pour nous réveiller, donc qui est logique. Et en fait, si tu te lèves directement et que tu bois ton café, en fait, ton corps fait plus son travail. Et du coup, tu deviens ce genre de gars qui se lève toujours vaseux, toujours fatigué, jusqu'au moment où tu prends ton café et ça va mieux. Et ça encourage la fatigue chronique. C'est ce truc de dépendre d'une substance, dépendre de quelque chose pour en fait fonctionner correctement, quoi. Pareil à l'entraînement, si tu t'entraînes à 15, 16 heures, 17, 18 heures, voire même 20 heures, et que tu prends 200 mg de caféine, alors oui, il y a toujours ce gars, tu sais, qui consomme de la caféine et qui te dit ouais, moi la caféine ça me fait rien, etc. Si, je peux te promettre que même si tu réponds pas à la caféine en mode tu ressens pas ses effets, physiologiquement il va se passer quelque chose. Et si tu prends ta caféine de 200 mg à 20 heures et on sait que la durée de vie de la caféine, je crois c'est 10 heures à peu près, bah forcément il va y avoir un impact sur ton sommeil. C'est pas parce que tu dors bien, hein, ça faut aussi en prendre en compte. Et du coup, bah forcément, ça va encourager cette fatigue chronique, etc. Ouais. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est good. Donc en conclusion, après il y a tellement de choses on pourrait aborder tellement de sujets sur ça, genre la nutrition, etc. Mais globalement, vis normalement, essaie de te lever à heure fixe et te coucher à heure fixe. Même si tu as l'impression qu'il te faut 10 heures pour dormir, généralement, en fait, on est vite biaisé par la qualité de son sommeil. Les gens qui ont besoin de dormir 10 heures, typiquement, c'est qu'ils ont un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc peut-être essayer d'optimiser ta routine de coucher, voilà, se lever aussi, comme on l'a dit, à heure fixe, dormir à heure fixe. Du coup, éviter de surfatiguer son corps avec des substances qui peuvent justement accroître ça, donc caféine, même les pratiques je sais pas, Par exemple, genre les écrans, tu vois, les écrans, jeux vidéo, juste avant de se coucher, tu vas avoir une stimulation intellectuelle forte. Ça peut. En fait, le problème des écrans, c'est qu'il y a énormément de lumière bleue et c'est pas tant la lumière bleue le problème, c'est plus que ça, encore une fois, les rythmes circadiens. Lumière bleue est égale le ciel, la lumière du jour. Donc pourquoi j'irais dormir en fait? Ouais. Moi, j'aurais dormir alors qu'il y a le ciel qui est devant mes yeux, tu vois. C'est un peu ça le problème avec les écrans. Donc, et si tu combines essayer ça avec d'avoir 20 minutes de lecture. Tu combines ça avec un truc où en fait tu es stimulé, genre un jeu vidéo où tu dois réfléchir, tu dois agir. Ah ouais, surtout ça, ouais. Du coup, tu sais, tu vas te coucher et tu es là comme ça. Bah, surtout que y a le principe de neurone miroir. C'est ce truc de, en fait, que tu le veuilles ou non, quand tu vas visualiser une action, il y a les neurones miroirs qui vont, entre guillemets, je vais grossir le trait, mais qui vont, entre guillemets, te faire ressentir la chose. C'est un peu comme si tu faisais la chose sans vraiment la faire. Par exemple, typiquement, tu regardes un film d'action, que tu le veuilles ou non, tes neurones miroirs vont s'activer et ton corps va, entre guillemets, subir ce que la personne subit en face de toi. Typiquement, il y a un champ de bataille, bah, tu vas ressentir de la fatigue, enfin, il y a de la fatigue qui va se créer parce que justement, tes neurones miroirs vont pas réussir à dissocier en fait le réel du faux. Et ça, c'est un concept qui est super intéressant de s'y intéresser. Donc, pareil, ne pas. En fait, tu es ce que tu visualises quelque part. Ouais, c'est ça. Genre des films d'horreur ou. Ouais, bah, typiquement. Des choses comme ça. C'est ça. Mais moi, les gars, je vous cache pas. Hein. Quand j'ai regardé Game of Thrones, je crois que c'était il y a 5-6 mois, mais je passais des nuits horribles. Hein. J'arrivais pas à me coucher. Enfin, c'était incroyable. Moi, je kiffais ma vie, mais mon sommeil n'était pas récupérateur. Après, je suis parti directement sur des films un petit peu plus chill. Ça a fait grave la différence. Hein. Donc, faut doser à ce niveau-là. Mais bref, on fera un podcast sur la récupération et le sommeil. Non, on fera un webinaire pour nos athlètes. Ouais, bonne idée. J'ai envie de sortir en soirée, mais je ne peux pas. Mais je ne sais pas comment concilier ça avec ma pratique. Alors, c'est cool. Je sais pas, nous on s'en pas, chef. Je sais pas. En vrai, je l'ai fait un temps et genre moi ça me convient pas.
Juste, si t'es un gars, genre en mode, si t'as le morphotype de l'étudiant en médecine, bah vas-y, en fait, sors et va t'entraîner ou travaille après, il n'y a pas de problème. Mais si t'es un gars casanier qui récupère très mal du fait de se coucher tard, de boire de l'alcool, etc., bah en fait, dans la vie, il faut faire des choix et par moments, ça passe par le fait de ne pas sortir, tout simplement, et de réserver ce genre d'événement une fois, de temps en temps. Enfin, En fait, encore une ouais, fois, c'est ça. En fait, t'as pas énergie limitée et ouais, en fait, ça a des conséquences. Genre, si tu dors très peu et que tu te murges la gueule, bah, tu sais que la séance du lendemain, quoi, ça va être compliqué. oui, après, voilà, si tu veux optimiser le truc, bah, tu bois deux verres d'eau pour un verre d'alcool, tu sais, les trucs basiques comme ça, pour pas avoir une gueule de bois de l'enfer. Mais il y aura quand même un impact. Tu peux sauver les pots cassés, par exemple, évite de t'entraîner le jour ou le soir tu t'entraînes. Parce que ta récupération va être désastreuse et en fait, tu risques de subir du coup une très mauvaise récupération de ton entraînement et te retrouver du coup avec des problématiques qui vont suivre. Il y a plein de petits trucs à savoir comme ça. Et je me rappelle plus, j'avais vu un YouTuber qui avait fait une vidéo quand j'étais plus jeune. C'était intéressant. Mais voilà. Maintenant, tu peux aussi apprendre à profiter de ta vie sans pour autant vivre comme Dracula. Il y a trop de gens qui pensent que profiter de la vie, c'est dormir tard et faire des soirées. En fait, tu peux très bien passer une soirée jusqu'à 23 heures avec tes potes, puis ensuite, comme les darons, rentrer chez toi et aller dormir. Ou alors, ok, j'ai pas trop envie de sortir le soir parce que j'aime bien avoir ma routine du soir et dormir tôt. J'organise un truc avec mes potes en journée et voilà, on se rejoint à 8 heures et on fait un truc. Enfin, faut aussi savoir s'entourer des gens comme toi et profiter de la vie avec une façon qui colle en tout cas à ton but, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, mais Ouais, j'ai bien compris. ouais. Je suis Mais encore d'accord. une fois, avec Romain, on sort pas. Donc, Ou on l'autre fois, sort. on a fait une raclette, on est rentré à minuit en fait. En vrai, c'était un PR, hein. PR raclette. Ouais, franchement, c'était cool, hein. On a passé de 19 à Ouais, minuit. sans pour autant se coucher à 6 heures, etc. Même si voilà, il y a des moments où c'est comme ça, tu sors et tu kiffes de fou. Mais voilà, moi, la dernière fois que je suis sorti comme ça, genre, je suis rentré à 4 heures, j'avais bu un peu beaucoup d'alcool. Je crois que j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Il me semble que je crois que c'est une des premières fois où j'ai pas fait mes retours le lendemain parce que je pouvais pas. En fait, j'avais tellement mal au crâne, je suis resté à manger toute la journée. Enfin, et du coup, je me suis dit bon, c'était cool, mais on se refait ça dans 1 an, les gars. Ouais, c'est trop. C'est trop. J'ai du mal à gérer mon poids de corps à l'approche des compétitions. Déjà, je pense vérifie que tu es bien dans que ta caté te correspond déjà. C'est quoi, genre trop de poids, pas assez de poids? Là, en l'occurrence, c'est généralement le problème, on va dire trop de poids. Pas assez de poids. Si j'ai eu une athlète une fois, elle a failli louper sa pesée, mais dans le mauvais sens. Enfin, dans Non. le. Si, Valentine. En gros, elle descendait de KT et au France Bench, elle était inscrite en 76, il me semble. 76. Attends, merde. Oui, c'est 76. Et elle descend en 69. Et en gros, elle a dû manger pour être à 69,5, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Bref. Bah après, ça va être genre la personne elle est beaucoup trop au-dessus, beaucoup trop en dessous. Genre c'est au niveau de la question, c'est quoi la problématique en fait? Comme je t'ai dit, on part du principe que la personne est trop au-dessus. Elle a du mal à gérer sa perte de poids. Je sais pas si toi, tu as un historique, mais moi, j'en ai un, donc Bah pas mal de petits tips. en tout cas, quand tu es un peu optimisé dans une KT, tu es souvent à 2-3 kilos au-dessus de ta KT. Genre, par exemple, si tu es Mhm. en 74, tu vas faire globalement 76 à l'année pour te laisser, tu vois, genre 2 kilos de marge que tu peux facilement gratter avec un foot mass ou un water cut. Donc après, si tu es au-dessus de ce poids-là, moi, ce que je te recommanderais, c'est du coup de rentrer en déficit calorique et donc de petit à petit t'approcher des 2 kilos de marge, tu vois. Donc pour Du ça, coup, tu peux faire. je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu penses que le déficit calorique, il va pas
potentiellement impacter son protocole de picking et sa prépa, quoi. Ah bah si, bien sûr. Mais l'objectif, justement. l'objectif, c'est de le faire. Bah, ça dépend en fait. Si tu veux absolument rentrer dans une compétition, enfin dans une catégorie, tu vas devoir y passer, tu vois. Ah, pas forcément. Je connais énormément de Pana, par exemple. Il est aux alentours de 68, 69 à l'année. Alors, Non, il est à 60, lui, 70, 71. Mais non, mais pas maintenant, mais en temps normal. Genre, il faisait pas mal de documentation sur ça. Et en fait, il se retrouvait à faire des water cuts avec protocole de sudation où il perdait genre ouais, des bails de 2 kilos. Enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais genre si tu comptes uniquement sur le déficit calorique pour remplir, enfin comment dire, pour être au poids dans ta KT, je trouve ça bête étant donné que bah au pire des cas à l'année, en fait tous les gains que tu as du fait que tu es entre guillemets en surpoids à l'année, tu les perds lors de ta prépa, tu vois. non, mais c'est ce que je t'ai dit. L'idée, c'est de compter sur le water cut et le food Ah mass. non, t'as dit faut compter sur le protocole de déficit calorique. Oui, attends, écoute, j'ai dit, J'ai écouté. l'objectif, c'est d'être généralement à 2 kilos au-dessus de ta KT pour compter sur le fait d'avoir un water cut et un food mass. Mais si tu es au-dessus, l'idée, ça va être de se rapprocher de ces 2 kilos supplémentaires. Et donc, si tu es trop au-dessus, tu vas devoir passer par un déficit calorique. Et tu donnes l'exemple de Pana. Bah c'est un bon exemple qui va dans mon sens parce que Pana, lui, ce qu'il fait, il rentre généralement quand proche des compétitions dans les derniers mois sur une phase de maintien déficit pour arriver, tu vois, à 68, 68,5, tu vois, des choses comme ça, pour qu'il soit pile poil pour, une fois qu'il ait fait sa procédure food mass water cut, il soit parfait. Ok, je pensais que tu disais il faut perdre les 2-3 kilos avec Non, non, non. un Bah non, parce protocole. qu'après, quand tu veux Parce que optimiser, moi, t'es obligé de te faire passer perdre par là. du poids, je peux t'en faire perdre, tu vois, mais Je vais te si tu faire veux garder courir, moi. Mais non, mais ça, si tu veux garder de l'optimisation et l'efficience du poids de corps, forcément, genre, ne fais pas un déficit calorique pour perdre le poids que tu as en trop, quoi. Maintenant, faut voir aussi le poids que tu as en trop. Mais du coup, ouais, effectivement, pour bien gérer, déjà, il faut avoir un plan bien défini. Donc, il faut le définir avec ton coach aussi, tu vois. Genre, te prends pas une semaine à l'avance en mode, hey coach, j'ai 4 kilos en trop, qu'est-ce que je dois faire? Fais les choses à l'avance. Donc, généralement, tu commences ton protocole en début de bloc. Comme ça, tu le fais pendant tout ton bloc de prépa. Tu perds ton poids, etc. Tu te stabilises effectivement à un poids de corps qui est, entre guillemets, qui va être éliminé grâce à ton protocole de perte de poids au dernier moment. Donc, food mass, le fait de manger toutes tes calories d'une manière beaucoup plus dense, beaucoup moins lourde en fait. Donc par exemple, si tu es pas comment dire si tu connais pas ce protocole, au lieu de manger je sais pas 1 kilo de salade, tu vas manger 20 grammes d'amandes, enfin 10 grammes d'amandes. Tu auras le même total calorique, mais tu auras genre 20 grammes au lieu de 1 kilo dans le ventre, en gros. Tu vas aussi ajouter à ça potentiellement un protocole de water cut. Donc, water cut, c'est soit il y a la phase de l'eau où tu vas créer de la rétention d'eau en fait en consommant énormément d'eau et de sel, et la phase de cut où tu vas réduire et couper au bout d'un moment ces deux éléments, ce qui va faire qu'en fait tu vas énormément pisser, en fait tu vas pisser à l'infini. Et ensuite, tu peux rajouter à ça un protocole de sudation où justement tu vas prendre des bains ou douches chaudes pour faire suer ton corps, potentiellement faire du sauna, enfin, en gros, toutes les techniques qui peuvent te faire perdre du poids. Et généralement, après ça, t'es bon. Mais le problème, c'est que ça crée énormément de fatigue, ça peut créer pas mal de crampes dues à la réhydratation qui se fait dans un timing très, très restreint. En fait, les water kits, etc., c'est quelque chose qui vient des sports de combat généralement. Sauf que les sports de combat, en fait, tu as généralement un jour, voire même plus, pour récupérer. Donc, en fait, les gars, ils font des cuttings, ils appellent ça, de malades, où ils perdent genre 5-6 kilos, et ensuite, ils les récupèrent, ils sont sur le plateau 5-6 kilos plus haut que leur poids de corps, de base.
Sauf qu'en force, nous, on n'a pas ça. À part, je crois, en WPC, ils font la veille, eux. Mais en effet force, nous, on a 1 heure et demie, je crois, pour récupérer. Donc, en fait, tu te retrouves à avoir des crampes de malade. Et Dieu sait qu'une crampe au bench, au niveau du mollet, au niveau des lombaires, pendant que tu pousses, c'est pas très agréable et ça peut généralement t'emmener vers un échec. Donc, faut savoir aussi dans quoi tu t'engages quand tu cuts, quoi. Donc, le mieux, c'est d'être 1,5 2 kg au-dessus de sa KT, de faire un bon full de masse, mais de jouer un minimum sur l'eau, en fait. Ouais, genre tu privilégies le pool de masse au water cut. Ouais, non, pas le water cut, justement, le full de masse. Ouais, c'est ce que je dis. Mais non, pas water cut. Ah oui, tu privilégies au water cut. Ouais. Sinon, il y a tout ce qui va être les petites optimisations, donc le fait de cracher. Donc, quand tu vas quand tu vas à la compétition, prendre une petite bouteille, manger des bonbons acidulés qui te font saliver et cracher la salive dans la bouteille, mettre la clim s'il te reste quelques grammes à perdre. Voilà, et globalement, peut-être sur ta prépa, au lieu de créer un trop gros déficit calorique, bah, tu peux augmenter ton NEAT et chercher peut-être un peu plus d'activité. Donc, je sais pas, augmenter ton nombre de pas, je sais pas, travailler un petit peu moins assis. Enfin, en fait, changer ta routine en termes de mouvement, etc. pour justement garder le même nombre de calories, mais créer une dépense qui est supérieure à la normale et ne pas te retrouver du coup à potentiellement perdre trop d'énergie ou même avoir la sensation de ne pas assez manger, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, tu vas devoir passer par le fait de perdre un peu de poids parce que si tu arrives à la compétition et tu es à 5 kilos de plus que ta KT et tu dis t'inquiète, je vais faire un gros protocole, bah c'est de un, c'est risqué parce que il y a des chances que tu rates ta pesée et de deux, c'est hyper fatigant. Donc Bah ouais, moi j'ai fait une cut quand j'étais en 74 et que je voulais pas m'admettre que j'étais en 83. J'ai fait un 80-74 en 5 semaines. Les premières semaines, du coup, je diminuais les calories de semaine en semaine. Donc moi, un vrai, pour le coup, déficit calorique. Et en fait, mes perfs, elles diminuaient, entre guillemets, avec mon déficit, alors que j'étais en protocole de picking. Donc mon état de fitness, en fait, augmentait. Donc ça compensait un petit peu. Mais je suis arrivé le jour J, j'étais sec comme un bodybuilder, j'étais plat, tellement mes stocks de glycogène étaient inexistants et j'ai entre guillemets, enfin j'ai bien perf parce que j'avais bien programmé, mais j'ai contre-perf par rapport à ce que je pourrais sortir en temps normal et à mon poids de corps normal, quoi. Donc ouais, c'est arrêter de ça. vouloir aller dans une KT. Après aussi, si t'as rien à jouer, tu vois, sur ta compète, moi c'était le cas pour ma dernière compète. Moi, je vais ajouter quelque chose, mais oui, je suis d'accord. En plus, enfin, moi j'avais pas une qualif France ou quoi, tu vois. Ouais. Donc que je fasse deuxième, troisième, quatrième. L'idée c'était de faire une bonne compète et d'essayer de battre mes records. Bon, je suis quand même malheureusement tombé malade, ce qui a joué sur mon poids de corps, mais j'étais à 80 l'année et je me suis inscrit en 83 en mode bah peu importe si je remplis ou pas la KT aujourd'hui, je vais pas me forcer, tu vois, à aller en 74 pour faire pour avoir des perfs de merde, tu vois. Donc bon, je suis tombé malade, je suis tombé à 77. Bah, à 77, j'ai quand même fait ma compète. Et je t'avoue que c'est quand même plaisant en fait d'aller à une compétition et t'as pas en fait tout ce stress de être au poids, faire un full de masse, water cut, etc. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ça peut vraiment, c'est vraiment chill aussi. Si en fait dans ta vision de la pratique à un moment T, bah t'as rien à jouer en termes de classement, etc. Aussi s'accorder des compétitions ou en fait ou des mock meet où tu vas chill sans te prendre la tête sur le poids, et ben ça peut être Ouais, sur vraiment un le truc poids. un plus quoi. Ouais, ok. Après, c'est compliqué d'y aller en mode chill. Généralement, les gens, quand ils font une compète, ils veulent le meilleur état de forme, la meilleure optimisation, etc. Et je sais, je suis aussi enfin, je suis d'accord avec toi, hein, je suis aussi celui qui dit ouais, si t'as rien à jouer, vas-y, arrête de cut, tu vois. Mais je peux comprendre pour l'ego de la personne qu'elle veuille, entre guillemets, avoir le meilleur total GLP et, comment dire, être dans une KT avec des gars où il y a de la compétitivité, tu vois. Donc, en Ouais, vrai, je peux comprendre aussi ce truc de vouloir cut alors que tu es en régional 1, enfin régional 3. c'est ça le Ouais, truc.
Bref. Ok, on a fait le tour. Dernière question. Comment faire du powerlifting dans une salle comme à l'Orange Bleu? Alors, je sais pas si tu as déjà coaché des gens dans une salle gaze comme ça, mais Non, pas l'orange bleu. J'ai fait pas mal de Basic Fit et moi, Fitness Park. j'ai bossé à l'Orange Bleu, donc j'ai même testé. Mais j'ai commencé dans une salle vraiment premier prix Sport Inside à côté de chez moi. Et je pense que ça doit être un peu le même délire que l'orange bleu. Bah, le matos, il n'est pas du tout adapté. C'est ça le truc? Le bateau, c'est même pas adapté à quelqu'un qui veut faire de la musculation. Genre. Il y a plus de tapis de course qu'autre chose, ça? Ouais, enfin, il y a quelques bancs, etc. En vrai, je critique, mais genre les poids, ils sont rarement à la bonne hauteur. C'est des gros poids, tu sais, les poids que tu peux choper comme ça. Enfin, je sais pas si tu arrives à visualiser. Oui. Les barres, elles sont aussi lisses que le gros crâne de Zizou. Genre, les bancs, ils sont genre c'est des canapés, mais genre vraiment le truc est fait pour être confortable, mais pas dans le bon sens du terme. Genre le truc, tu t'enfonces dedans. Moi, la dernière fois que j'ai pêché une fois, du coup, quand je travaillais à l'Orange Bleu, j'ai fait me guillotiner, pardon, tellement les racks, ils sont pas sécures. Genre, en gros, tu sais, tu racks, normalement, tu peux pas te déraquer en faisant glisser la barre. Bah là, si, en fait, c'était une pente, limite le truc. Mais, ouais, pour répondre à la question. Comme Basic Fit, le truc qui se. Non, en gros, en gros, tu vois, le rack, ça fait un U quand tu racks la barre. Oui. Bah là, c'était pas un U, c'était un L. Donc, en gros, tu racks la barre, mais la barre, elle peut glisser vers l'avant, tu vois. Ah putain. Okay. C'était super dangereux. Et du coup, bref. Pour répondre à la question, bah, moi j'en ai un, il s'entraîne là-bas, il arrive à bien s'en sortir, mais il faut trouver des astuces. Typiquement, tu mets le tapis action sur ton banc pour pas que ça glisse. Tu essayes de bien réguler la hauteur des disques. S'il y a un bumper, par exemple, bah, tu mets le bumper en premier, puis ensuite tu mets les autres disques. En vrai, c'est compliqué. Hein. Genre, je les vois s'entraîner à l'Orange Bleu, certains. Je me dis, ah, ça n'a pas l'air agréable de s'entraîner ici, tu vois. Ouais, c'est chaud. Après, à un certain niveau, en fait, ça devient impossible. Après, je connais des gens, bon là, c'est Fitness Park, mais qui ont acheté leur propre barre et pour s'entraîner sur une barre Eleco. Tu peux avoir ce truc-là d'aller acheter ton matos et peut-être de le stocker à la salle. Bah, la barre. Mais. Tu fais ton gym sinon. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. En vrai, non. Mais ouais, du coup, il n'y a pas trop de réponse à ça. En vrai, c'est quand tu es débutant, ça fait le taf, mais en fait, au bout d'un moment, ça va limite devenir dangereux pour toi, en fait. À part si dans ton Orange Bleu, bon, il y a un rack, genre un rack basique en mode comme à Fitness Park, encastré dans le sol. Ça, c'est cool. Les barres, elles sont pas trop lisses. Et ensuite, bon, bah, ça va être un peu relou pour le terre au niveau des poids, mais ça fait le taf. Maintenant, si tu dépasses, par exemple, le 220 au squat, bon, au bench, ça va être un peu relou, mais c'est pas le pire. C'est surtout au squat, en fait. Au bout d'un moment, le whip de la barre, il va être tellement violent. En plus, si la barre, elle accroche pas, etc., tu peux vite te retrouver à galérer, en fait. Donc, change de salle. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Ouais, c'était cool. Ouais. Bon, bah, écoutez, les amis, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. En ce moment, en plus, il y a de l'innovation. Moi, par exemple, je sors un format de mon côté où je me filme un peu plus pendant mon entraînement. Donc, ça fait un peu un format podcast en action. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour le prochain. Et voilà, comme toujours, si vous souhaitez travailler avec nous, en ce moment, il y a une petite offre. Votre premier mois offert avec un t-shirt MS Process. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. On se fera un plaisir de voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer. Et voilà. Donc, on se dit à lundi prochain pour le podcast. Salut les gars.